entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 1er février 2020. Tout de suite les titres. Les membres des partis politiques de l'opposition, surtout ceux du parti CNL, continuent à être persécutés par la milice Imbonerakure du parti CNDD-FDD en commune Gashoho de la province Muyinga. Les Burundais demandeurs d'asile au camp de Nduta en Tanzanie mènent une vie dure dans ce camp du fait que le gouvernement tanzanien refuse de leur donner refuge. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlerons des difficultés pour les femmes et les filles à accéder aux serviettes hygiéniques au Burundi. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son, Lucie Kabera, ingénieur Egide Mwemero assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue en page politique. Les candidats aux prochaines élections présidentielles continuent à se déclarer. Ce samedi, Gaston Sindimwo, l'actuel vice-président du Burundi, a été élu comme candidat présidentiel du parti UPRONA, reconnu par le gouvernement. C'était au cours du congrès de ce parti. Il rejoint la liste des 7 autres candidats composés de candidats indépendants ainsi que de candidats issus des partis politiques. Vous saurez que chaque candidat donnera un montant non remboursable estimé à 30 millions de francs burundais considérés comme caution. En page justice, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu condamnés par la justice burundaise sont victimes de leur métier. C'est du moins l'avis d'un ancien magistrat de carrière. Jérémy Minani indique que l'infraction dont sont victimes ces journalistes n'a pas de fondement. Suivez Jérémy Minani. Si vous analysez les articles 14, 15 et 16 du Code pénal burundais, vous remarquez immédiatement que les journalistes du journal Iwachu ont été condamnés parce qu'ils ont exercé leur métier de journaliste. Si vous êtes un juriste, c'est encore plus facile de comprendre. Parce que pour condamner quelqu'un d'avoir tenté une infraction impossible, vous devez avoir des actes matériels commis par cette personne qui démontrent que cette personne avait commencé de commettre cette infraction, mais que l'infraction s'est révélée impossible parce que l'objet de l'infraction n'existait pas. L'exemple que nous donnons toujours lorsque nous enseignons ça à l'université ou dans les cours des tribunaux, c'est lorsque quelqu'un tente de commettre un meurtre sur un cadavre. Une personne met en œuvre tout ce qu'il faut pour tuer une personne, passe à l'acte, mais au final, la personne que l'auteur veut tuer avait déjà décidé d'une cause que l'auteur ignorait lorsqu'il a mis tout en œuvre pour tuer. C'est ça ce que l'on appelle une tentative impossible de meurtre. Si vous analysez alors le contour de cette affaire des reporters du journal Iwachu, vous constatez que pour le tribunal, le fait pour ces journalistes d'avoir quitté Bujumbura pour aller sur le lieu des affrontements signalés entre l'armée régulière et les rebelles, le fait pour ces journalistes d'avoir fait des contacts au niveau des autorités militaires et administratives pour tenter d'équilibrer l'information de leur retour de mission, le fait pour ces journalistes d'avoir fait leur métier de journaliste, cela, de l'avis du tribunal, signifie que ces journalistes avaient tenté de commettre l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, mais que l'infraction s'est révélée impossible parce que lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu des affrontements, les affrontements avaient cessé et les journalistes ont été arrêtés. Pour Jérémy Minani, la condamnation de ces journalistes est une violation de la constitution burundaise. Suivez encore une fois Jérémy Minani. Tout ce que ces journalistes ont fait, tous les contours, tous les contacts, même le déplacement sur le lieu de l'infraction présumée, ce sont des contacts qui rentrent dans leur métier de journaliste et qui n'ont rien à voir avec l'infraction. C'est pour cela que nous disons que la condamnation de ces journalistes est une insulte à la Constitution parce que l'exercice libre du métier de journaliste est constitutionnellement protégé. C'est aussi une insulte
à notre justice, c'est aussi une insulte à ceux qui ont rendu ce jugement et c'est une insulte à ceux qui leur ont dicté de rendre un tel jugement honteux et déshonorable pour la justice burundaise. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 103 jours incarcérés à la prison d'Oubanza. Et en page droits de l'homme, la chasse aux membres des partis politiques d'opposition continue en commune Gashoho de la province Muyinga. Plusieurs membres du parti CNL des collines Moussama 1 et 2 en zone Wigera de la même commune ont pris le large ces derniers jours, fuyant la persécution de la milice Imbonerakure du CNDD-FDD. D'autres sont incarcérés accusés d'avoir osé à se défendre contre les différentes attaques de ces Imbonerakure. Le point avec Clovis Nyonzima. Ces membres du parti CNL de collines Moussama 1 et 2 dans la zone de Wigera indiquent que la plupart d'entre eux ont déjà pris le chemin d'exil, d'autres passent la nuit dans la brousse par crainte d'être tués par des Imbonerakure en collaboration avec les administratifs à la base. Parmi ceux qui passent la nuit dehors, certains sont déjà victimes d'actes de torture et d'arrestations arbitraires, comme l'indique cet habitant de la zone Wigera. Les membres du parti CNL ont déjà pris fuite. Les leaders du parti dans d'autres zones sont tabassés. Dans la commune Gashoho, c'est vraiment horrible. Kimoshori Eric, Ndouimana, son frère, sont tous en prison. Ils sont accusés d'avoir passé à tabac un Imbonerakure Dino de Sirahera, alors que ce dernier a été tabassé par d'autres Imbonerakure. Selon les informations en provenance des familles des détenus, la vie de ces derniers est en danger car ils ne sont pas autorisés d'aller se faire soigner. Ils pointent du doigt les autorités communales et les responsables du parti CNDD-FDD dans cette commune d'être responsables de ces actes de violation des droits humains. On peut citer les responsables communaux des Imbonerakure, surnommé Petit, le chef de zone Wigera qui a participé dans cette attaque, ainsi que l'administrateur. Ce dernier sème la haine dans la société. C'est le même administrateur qui avait annoncé que c'est lui qui osera parler d'un autre candidat qui n'est pas du CNDD-FDD s'expliquera devant lui, les bras ligotés au dos. Les membres du parti CNL en commune Gashoho demandent aux autorités provinciales d'organiser des réunions d'apaisement au niveau de chaque colline afin que tous ceux qui passent la nuit dans la brousse regagnent leur ménage. Ils plaident aussi pour le relâchement des membres de ce parti qui sont victimes d'emprisonnement arbitraire. Nous demandons qu'on procède aux activités d'apaisement sur toutes les collines de la commune en général et que la persécution des membres du CNL s'arrête. Nous demandons aussi la libération de Kimoshori Ndouimana, son frère, car ils sont innocents. Ils n'ont même pas le droit d'aller se faire soigner alors qu'ils ont été tabassés. Ils ont été déplacés de l'hôpital vers la prison de Muyinga sur ordre de l'administrateur de la commune Gashoho, Désiré Bigirimana. Nous avons essayé de joindre à ce propos Désiré Bigirimana, administrateur de la commune Gashoho, mais sans succès. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page gouvernance, le responsable de la coopérative Sangwe de la colline Mugera en province Changuzo est accusé de vol commis au cours de ce mois de janvier par les habitants de cette colline. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de mener des enquêtes sur ces cas de vol au sein de cette coopérative. Les détails avec Eloge Divin Remesha. Ce responsable de la coopérative Sangwe, pointé du doigt par les habitants de la colline Mugera, est connu sous le nom de Lambert Kare Enzo. Il est également le chef de la zone Mugera. Les habitants de la colline Mugera font savoir que Lambert Kare Enzo a effectué des récoltes dans leurs champs sans les avoir avisés, comme le témoigne un de ses habitants. Nous sommes attristés par des vols opérés par le responsable de notre coopérative, Lambert Kare Enzo, qui est également le chef de la zone Mugera. Tout ce que nous avions semé, à savoir le pomme de terre et les oignons, nous n'avons rien trouvé dans les champs au moment des récoltes. Il a effectué secrètement des récoltes et a vendu ces récoltes sans qu'il n'ait consulté aucun membre de la coopérative. Ces habitants accusent également Lambert Kare Enzo de détourner les fonds subventionnés par l'État. Autre chose, nous avions entendu que le gouvernement a offert un montant de 10 millions à notre colline, mais jusqu'à maintenant, nous ne savons pas où est passée cette somme. Nous avons seulement vu 5 porcs,
qui ont été achetés. Est-ce que franchement, ces 5 ports équivalent à son montant de 10 millions? Pour le moment, ces habitants demandent aux autorités habilitées de résoudre leurs problèmes. Nous demandons aux autorités habilitées de faire des enquêtes sur ce cas de vol ou tout simplement que ces autorités nous remboursent nos contributions qui d'ailleurs ont été données par force. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Lambert Karenzo, responsable de la coopérative Sangwe de la colline Mugera en province Tchangoudzo, mais sans succès. Merci Eloge Divin. Remecha en page société délocalisation du parking des véhicules qui assurent le transport entre Gitega et les autres coins du pays. Désormais, ce parking est implanté en dehors de la ville de Gitega dans la localité communément appelée Kumasangazira. Cette délocalisation a perturbé les personnes qui devaient voyager ce samedi. Non seulement cette nouvelle mesure n'a pas été communiquée à l'avance, mais aussi le nouveau parking se trouve loin de la ville. Le point avec Trésor Nyongabo. Depuis ce samedi, le parking des véhicules assurant le transport en commun qui se trouvait dans le quartier Magarama dans la ville de Gitega a été délocalisé vers la localité communément appelée Kumasanganzira à environ 3 km de l'ancien parking. Beaucoup de personnes désirant voyager se rendent toujours à l'ancien parking et ne trouvent pas de véhicule. Après avoir été informés de la délocalisation du parking vers Kumasanganzira, ils sont obligés de prendre des taxis motos pour s'y rendre, qu'ils paient entre 700 et 1000 francs burundais. Ces passagers qui généralement se rendent à Bujumbura et même ceux qui s'arrêtent en cours de route indiquent qu'ils n'ont pas été informés de la délocalisation de ce parking et demandent aux autorités compétentes d'informer les concernés chaque fois qu'un tel changement se présente. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les conducteurs des taxis motos indiquent que pour eux, cette décision leur a été favorable. Ils y trouvent de la clientèle qu'ils espèrent même garder dans les jours à venir car ils auront toujours des personnes à déplacer de l'ancien parking vers le nouveau. Pour le moment, le bus qui avait commencé à faire le transport en commun depuis samedi dernier ne peut pas transporter des personnes en provenance des lieux diversifiés vers le nouveau parking. Les conducteurs des véhicules chargés du transport en commun, qui ne sont pas dans des associations, indiquent qu'ils vont manquer de clientèle car le nouveau parking est très éloigné des quartiers populaires. Ils s'attendent à ce que les passagers optent pour les véhicules appartenant à ces associations car elles demeurent à l'ancien parking de Magarama, étant donné que ces associations y ont gardé leur bureau. Merci Trésor Nyongabo. Et à présent, parlons réfugiés. Les réfugiés burundais qui avaient été récemment rapatriés mais qui ont repris le chemin de l'exil mènent une vie dure au camp de Nduta en Tanzanie. Ces Burundais demandeurs d'asile manquent de nourriture, d'habits et de logements. Le HCR et surtout le gouvernement tanzanien refusent de les reconnaître encore une fois comme réfugiés sur le sol tanzanien. Walter Kwizera. Après avoir retourné en Tanzanie pour la seconde fois, la vie de ces Burundais demandeurs d'asile en Tanzanie est plus compliquée. Jusqu'à présent, à part qu'ils n'ont pas encore été accueillis comme des réfugiés, ces demandeurs d'asile n'ont pas aussi de quoi mettre sous la dent, de même que les autres nécessités du premier ordre. L'un d'eux témoigne. Nous n'avons aucune aide. Notre vie ici est plus difficile. Nous allons mourir avec les enfants. Nous n'avons même pas aucun secours et c'est grave. Pour manger, ce sont nos amis réfugiés qui nous aident pour nourrir nos enfants. Nos enfants n'ont même pas d'habits, ils marchent tout nus. Ces Burundais demandeurs d'asile demandent qu'ils soient accueillis et traités au même rang que les autres réfugiés car, jusqu'à présent, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Nous demandons d'être reçus et enregistrés en tant que réfugiés pour être tranquilles avec les autres car là où nous sommes, nous n'avons aucune aide. Ces Burundais demandeurs d'asile ont fait 2 jours de marche pour arriver en Tanzanie. Merci Walter Kwizera, toujours en parlant réfugiés dans le but de sauvegarder et de promouvoir la culture burundaise au sein de la communauté des réfugiés burundais. Le club culturel Amararo a organisé une journée spéciale culturelle pour les réfugiés burundais de la capitale de Kigali au Rwanda. Le thème de ce 31 janvier était le rôle de la culture dans l'intégration des réfugiés. Le point avec Marie-Ange Irakodze.
Le club culturel Amararo est un groupe composé de réfugiés urbains vivant dans la ville de Kigali au Rwanda. Dans le cadre de la pérennisation et de la promotion de la culture burundaise au sein des réfugiés, le club Amararo, soutenu par le centre communautaire de Gikondo, a organisé une journée spéciale culturelle. Le thème de cette journée était le rôle de la culture dans l'intégration des réfugiés, comme l'explique Jérémy Atangimana, responsable adjoint de ce club. L'objectif principal, c'est l'encadrement, principalement de la jeunesse, à base de la culture, parce que notre objectif, c'est valoriser la culture burundaise, faire la promotion de la culture burundaise par le danse et par les thèmes. On a choisi le thème parce que les réfugiés sont des personnes, premièrement, vulnérables, dans ce sens que c'est facile pour eux de perdre la culture, étant donné que nous, en tant que réfugiés, nous sommes confrontés avec d'autres cultures. Ça veut dire qu'on est dans un pays autre que le nôtre. On doit essayer de s'adapter avec la culture de l'autre pays, en même temps en gardant notre culture. Un des réfugiés burundais qui participait dans les activités de cette journée indique qu'il reste attaché à la culture burundaise. Pour lui, apprendre plusieurs langues ne signifie la déculturation. Quelle est la part de la culture dans ma vie quotidienne comme réfugié ou pour tout autre réfugié dans ce pays et qui doit faire face à la culture de ce pays hôte? La culture peut se manifester par la langue, par le comportement ou par l'habillement. Ici au Rwanda, il est difficile de distinguer un Burundais du Rwandais par des traits physiques, mais tu pourras surtout les distinguer de par leur langue. Floriane Irangabiye, une femme burundaise qui vient de passer 9 ans au Rwanda pour avoir eu la chance de trouver du travail dans ce pays, conseille à d'autres femmes de valoriser la culture de leur pays en tant que mère, peu importe le pays dans lequel elles se trouvent. Je demanderai à d'autres femmes burundaises de respecter et de pérenniser notre culture comme le faisaient nos mamans et grands-mamans. Il faut apprendre les valeurs de notre pays à nos enfants. Il faut qu'ils sachent que même s'ils passent leur journée avec enfants d'une autre culture, jouer ensemble et étudier avec eux, il ne faudrait pas qu'ils perdent la culture de leurs ancêtres et ça, c'est le rôle de la mère. Cette journée spéciale culturelle a été célébrée dans les ancêtres du centre communautaire de Gikondo. Le club culturel Amararo invite tout réfugié burundais urbain à y participer chaque dernier vendredi du mois. Merci Marie-Ange. Il a causé dans un instant le mini-magazine au cœur de la société. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société dans lequel nous vous parlerons du difficile accès aux serviettes hygiéniques au Burundi. Émile Nibasumba à la présentation de ce mini-magazine. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Leur prix au Burundi varie autour de 2000 francs, plus $1 américain. L'accès aux serviettes hygiéniques pose pourtant problème depuis des années pour la majorité des Burundaises, à cause surtout du manque de moyens financiers suffisants. Le recours à des solutions alternatives est parfois la source de maladies pour les femmes et les filles, comme vous allez le suivre dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 1er février 2020. Mon nom, c'est Émile Nibasumba. Certaines filles, surtout dans le milieu rural, utilisent des tissus ou d'autres objets alternatifs dans la période de menstruation. Le recours à ces solutions alternatives n'est pas toujours sans danger, comme l'explique Dr Alain Chimirimana. Il était au micro de Thierry Bigrindavi de la télévision Renaissance. Ces moyens d'usage d'abord, surtout pour nos femmes avec une vie sociale précaire, sont des
du moyen à risque parce que lors de la période des règles chez la femme devient tellement vulnérable aux infections parce que le sang qui sort est un bon milieu de prolifération bactérienne, surtout chez la femme. C'est pour dire que ces moyens qui ne sont pas propres, qui ne sont pas stériles, qui sont utilisés, apportent ces microbes et ces microbes trouvent une opportunité pour pouvoir pousser dans son milieu. Les conséquences immédiates en cas d'usage de ces moyens sont les infections vaginales, vivo-vaginales. Et malheureusement, ces infections peuvent ne pas s'arrêter là-bas ou monter au niveau, jusqu'au niveau des trompes. Et on le sait, la plupart des infertilités ou bien des stérilités féminines découlent des infections urogénitales chroniques qui n'ont pas été soignées ou qui ont été mal gérées au cours de leur vie. Il y a plus de 3 ans, l'organisation SACODE a initié la fabrication des serviettes réutilisables au Burundi, mais c'est loin d'être suffisant. Selon une étude menée par cette organisation, en 2016, plus de 75% de Burundaises ne pouvaient pas avoir accès à une serviette hygiénique. Et selon l'UNICEF, seulement 17% des élèves peuvent avoir accès aux serviettes hygiéniques au Burundi. C'est ce que rapporte la communauté des blogueurs Yaga. Ces blogueurs ont d'ailleurs lancé une campagne de sensibilisation pour la détaxation des serviettes hygiéniques au Burundi pour que leur prix baisse à défaut d'en distribuer gratuitement. Dacia Munezero a accordé une interview à Africa News sur la campagne. Nous avons donc lancé cette campagne. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de femmes burundaises qui n'ont pas accès à ces serviettes hygiéniques parce que c'est toujours cher. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qui touche toute femme, riche ou pauvre, à partir de la puberté. Donc c'est quelque chose de primordial que le gouvernement doit traiter. En décembre dernier, le Rwanda, voisin du Burundi, a rejoint plusieurs autres pays en détaxant les serviettes hygiéniques. La taxe sur la valeur ajoutée de 18% a été supprimée pour ces produits. Dans ce pays, un accent particulier a également été accordé à l'hygiène des filles dans les établissements scolaires. Explication de Bertrand de la radio Inzamba. Au Rwanda, la plupart des écoles possèdent aujourd'hui des pièces pour filles. Selon certains responsables scolaires, ces pièces sont dotées d'un dispositif qui permet aux élèves filles en menstrues d'avoir gratuitement accès aux serviettes hygiéniques et autres matériels nécessaires pour faire leur hygiène corporelle. Dans une pièce pour filles, on trouve un lit, une douche, du savon, de l'eau et surtout plusieurs sacs de serviettes hygiéniques et des sous-vêtements de rechange. Tout est parti d'un constat selon lequel les élèves filles en nombre considérable, quand elles sont en menstrues, choisissaient de manquer l'école, ce qui avait des conséquences néfastes sur leurs résultats scolaires. Il y a des filles qui ont même abandonné l'école à cause de ce problème. Certaines filles avaient également honte de retourner en classe parce qu'un jour le sang menstruel a entaché les vêtements au vu des camarades de classe. En plus du matériel, dans cette pièce leur réservée, il y a des éducatrices qui expliquent aux filles en menstruation pour leur première fois que c'est un phénomène tout à fait naturel et leur donnent aussi des conseils sur le comportement adopté. Voilà, c'est cette expérience du Rwanda qui clôture notre mini-magazine au cœur de la société qui s'est focalisé sur le difficile accès aux serviettes hygiéniques pour les Burundaises. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Émile Nibasumba. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 1er février 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellent week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.